Alors, bonsoir tout le monde. Merci assez de vous être déplacé pour cette séance d'information concernant le réaménagement de la 4e avenue entre la 25e rue et la 55e rue. On va pouvoir vous présenter plein de détails au cours de cette présentation. Mais avant, je souhaite me présenter. Je m'appelle Daniel Leclerc. Je suis conseiller en conception publique au service des relations citoyennes et des communications. Euh, Aujourd'hui, je suis accompagné de Monsieur Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal, membre vice-président du comité exécutif et notamment responsable des questions de mobilité et de transport. Je suis également accompagné de David O'Brien, directeur de l'équipe mobilité. À l'avant avec moi, Karine Chalifou, ainsi que Jérôme Nadeau, les deux qui ont travaillé le projet. Jérôme Nadeau est ingénieur dans l'équipe mobilité. Karine Chalifou est, je pense, architecte paysagiste. Très bien. Donc, rapidement, le déroulement de la soirée, on vous fait la présentation, on va avoir un petit mot de M. Lachance, on vous fait la présentation formelle et par la suite, on pourra répondre à vos questions. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous informer, mais c'est également aussi une occasion de noter quelques points qui auraient pu échapper à la conception. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez attirer notre attention sur certains points, c'est la bonne occasion. Notre assemblée de ce soir est enregistrée. Elle est diffusée en ligne en ce moment à des personnes qui sont sur Zoom. Donc, on a une douzaine de personnes en ligne. Peut-être que d'autres s'ajouteront en cours de route. Les personnes en ligne pourront également participer soit par écrit avec l'outil QR qui est dans la barre du bas de votre appareil ou encore en utilisant le bouton réaction lever la main pour demander un droit de parole. Donc, si vous permettez, je laisserai la parole à M. Lachance pour un petit mot d'introduction. Merci Daniel. Merci, bonsoir à toutes et tous. Merci de vous être déplacés ce soir pour discuter d'un grand projet qu'on a dans notre planification pour nos corridors vivacité. C'est la première fois que je peux le dire, comme on dit. Il va falloir d'ailleurs changer la slide. On va s'ajuster, comme le maire l'a annoncé lundi seulement, et que nos équipes travaillent très fort. On a préféré travailler sur comme on dit, s'assurer que vous ayez toutes les bonnes informations pour vous parler de ce tronçon au cœur du grand lien qui reliera, toute place en avant de l'autre ici, qui reliera dans le fond tout le secteur de Charlebourg avec le centre-ville. Donc, pour nous, c'est un grand segment qu'on vient vous présenter ce soir. Beaucoup de travail de conception a été fait par nos équipes. Donc, on va rentrer pas mal dans les détails. Vous allez voir, Karine, David et Jérôme vont vous présenter ça. Et on est là aussi pour répondre à vos questions et commentaires. Merci beaucoup et merci aussi à ceux et celles qui sont en ligne. Merci beaucoup, M. Lachance. Je tiens à souligner la présence de M. Claude Villeneuve. Claude Villeneuve, élu du district Mézeray-Lairet. Et on a également M. Claude Lavoie du district de Saint-Rodrigue qui s'excusait de ne pas être avec nous ce soir. Donc, je vous propose de poursuivre dès maintenant avec la présentation. Je vais juste m'assurer de partager l'écran aux personnes en ligne et on va pouvoir commencer. Je vais attendre votre signal avant de débuter là, pour être certain que les Oui, gens voient la présentation. je manquais le gros bouton vert au centre de la fenêtre. Alors, c'est lancé. Merci. Merci beaucoup. Alors, bonsoir. Donc, je suis David O'Brien, directeur de l'équipe Vélocité, maintenant Vivacité. Donc, comme M. Lachance l'a mentionné. Alors, salutations, M. Lachance, M. Villeneuve. Merci de nous accueillir dans votre district. Donc, évidemment, ce soir, l'équipe, je suis accompagné de Karine et Jérôme. Là, on vient vous présenter l'évolution donc du projet de corridor Vélocité que vous avez connu là, depuis 2023 sur la 4e avenue Est. Et on a un nouveau projet donc de mise à niveau de ce corridor-là ce soir qu'on va vous présenter. Donc, nos objectifs ce soir, évidemment, c'est de se concentrer sur la transformation là, du corridor actuel en un projet plus périn et également vous présenter un projet de réfection là, des infrastructures souterraines et de surface de la 4e avenue Est. Donc, ça va se faire entre la 25e rue, tout près d'ici, à quelques mètres, dans les raies jusqu'à la 55e dans le secteur de Saint-Rodrigue de Charlebourg, donc sur ce tronçon-là très précis. Évidemment, l'objectif de ce soir, c'est d'obtenir vos commentaires de la part de l'ensemble des parties prenantes là, qui
veulent nous transmettre l'information sur ce qu'on va vous présenter, puis vous informer, évidemment, concernant les prochaines étapes. Donc, voilà un peu les objectifs. Peut-être vous présenter le plan de la présentation plus précis, là. On va débuter, Karine, donc, avec une mise en contexte de la vision de la mobilité active, pour rappeler un peu les principes là, qui nous ont menés à mettre sur pied un corridor Vélocité l'année dernière. Vous présentez plus particulièrement donc, le projet de réfection des infrastructures et de mise à niveau du corridor sur la 4e avenue Est. Vous voyez un peu le détail, là, il y a une présentation de données d'avant-projet, notamment celle émanant des consultations qui ont été réalisées en 2023. Un rappel des interventions réalisées en 2023 et cette année, parce qu'on a des travaux qui ont commencé tout près d'ici, là, sous le viaduc du CN. On a des travaux similaires qui se font sous le viaduc de l'autoroute 40. Donc, d'autres éléments de bonification dans la sécurité routière. Pour les cyclistes, les interventions prévues en 2025 vont vous être présentées plus en détail. L'impact des travaux, parce qu'évidemment, lorsqu'il y a un chantier, il y a toujours certains impacts. On va vous présenter ceux-ci avec les mesures d'atténuation, évidemment. Puis, les prochaines étapes, l'échéancier qu'on veut vous proposer donc pour la suite. Alors voilà, c'est un peu l'essentiel. Avant de passer donc au contenu, je veux juste vous rappeler un peu qui est l'équipe Vélocité, donc maintenant Vivacité à la Ville de Québec. C'est une équipe qui a été mise en place en septembre 2022, donc pour piloter la mise en place du réseau de corridors Vélocité sur l'ensemble du territoire, donc 150 km là, dans la vision qui a été lancée l'hiver dernier jusqu'en 2034. On y va à un rythme d'environ plus ou moins 15 km par année. Et cette année, on a divers projets qui ont été mis en place en 2024. On en a eu dans Saint-Roch avec l'avenue du Pont. On en a fait à Sainte-Foy dans le secteur du boulevard Nelson. Marie de l'Incarnation, dont certains d'entre vous avaient sûrement entendu parler. Pente douce également. On est venu sécuriser un lien qui était évidemment réclamé depuis plusieurs années. Alors, vous voyez, on est une équipe qui livre beaucoup de projets là, en action là, afin de bonifier les infrastructures cyclables sur le territoire. C'est une équipe intégrée, donc, de l'ensemble des corps de métier là, et qui est dédié à temps plein à la réalisation de ces projets-là. Jérôme est ingénieur en transport, Karine, architecte du paysage, et on a une équipe là, qui est donc dédiée à 100% à transformer la rue pour livrer là, un milieu de vie, des infrastructures en mobilité durable et mobilité active, là, vraiment là, de calibre international. Donc, c'est notre mandat, notre objectif. Sans plus tarder, je cède la parole à Karine pour la suite. Merci. Merci, David. Alors, comme on vous l'a mentionné, on voulait revenir un petit peu en arrière sur la mise en contexte et donc la vision de la mobilité active. C'est quoi la vision de la mobilité active? C'est un outil de travail, c'est un outil de planification à la Ville de Québec. Puis, en fait, cette vision-là a des objectifs, puis il y a des objectifs qui sont directement reliés au corridor Vélocité. Donc, on les a listés ici sur la présentation. L'objectif, c'est vraiment d'offrir des options de transport actif ou collectif aux citoyens afin qu'on puisse offrir un choix de déplacement à nos citoyens puis qu'ils ne soient pas, comme je vais dire, pris avec une seule option, soit la voiture. Et un autre des objectifs, c'est que ces solutions-là de déplacement soient sobres en carbone, donc environnementalement douces, puis que ça permette d'accéder à différents lieux d'intérêt dans la ville. Puis, un des objectifs aussi de la vision de la mobilité active, c'est vraiment de repartager l'utilisation de la rue pour que le confort et la sécurité de tous les usagers soient tenus en compte. La vision de la mobilité active, ça s'est déployé sur plusieurs années, puis il y a un processus qui a mené à l'aboutissement de cet outil de planification-là. C'est un processus de consultation et d'analyse qui a fait le tour, là, qui a permis d'aller cueillir des données, de faire des analyses de travail. On s'est basé sur les enquêtes origine-destination. Il y a eu des questionnaires qui ont été mis en ligne. Presque 2000 répondants ont répondu à divers questionnaires. Donc, tout ce processus-là a mené à l'automne 2022 au dépôt de cette vision-là. Puis en 2023, bien, on la met en œuvre depuis ce temps-là. Dans la vision de la mobilité active, on dit, bien, pourquoi on veut faire des axes de transport actifs? C'est parce que ça a des bienfaits et des retombées bénéfiques sur l'environnement, la santé, l'économie locale. En termes d'environnement, l'empreinte environnementale d'un cycliste est vraiment moins élevée que celle d'un automobiliste. Puis on sait que selon une étude là, en 2017 dans l'agglomération de Québec,
tout ce qui concernait le transport en véhicule provoquait jusqu'à 70% des émissions de gaz à effet de serre. Au niveau de la santé, les études démontrent là, que d'aller au travail à vélo ou à pied va diminuer nos risques de maladies chroniques, va augmenter la productivité au travail, puis diminuer aussi le taux d'absentéisme. Puis, en 2021, il y a une étude canadienne là, qui a démontré qu'on pouvait attribuer jusqu'à 15 300 décès prématurés liés à la pollution de l'air puis aux particules fines. En termes d'économie locale, il y a des études aussi qui démontrent que la pratique du vélo et de la marche va encourager le commerce local, puis les dépenses dans les commerces de proximité. Puis l'ajout d'un lien cyclable sur une artère commerciale là, va avoir des effets bénéfiques sur la vitalité de l'artère. Il y a différentes rues qui ont été à l'étude et qui ont démontré cela, que ce soit la rue Saint-Denis à Montréal, la rue Bloor à Toronto ou bien Northeast 65th Street à Seattle. Je viens de sortir mon anglais pour vous là, ce soir. Donc, certaines études là, vont avoir fait des démarches là, sur le avant-après implantation d'un lien cyclable et ont démontré que ça a des effets bénéfiques là, sur la vitalité commerciale de ces artères. Puis, au niveau des coûts, que ce soit des coûts directs et indirects ou des coûts sociaux, 1 kilomètre un déplacement de 1 km en voiture va coûter jusqu'à 5 fois plus cher qu'un déplacement d'1 km en autobus, 14 fois plus cher qu'un déplacement d'1 km à pied et même 25 fois plus cher qu'un déplacement d'1 km à vélo. Puis les modes de transport actifs, là, quand on parle de l'achat de notre vélo, des assurances, de l'entretien qu'on a à effectuer sur notre véhicule de déplacement, c'est vraiment plus abordable et économique quand on parle d'un vélo qu'en automobile. Donc, avec tous ces bienfaits et ces retombées-là, une des actions de la vision, c'est vraiment de planifier, concevoir et déployer le réseau des corridors Vélocité, des corridors Vivacité maintenant. Ça se peut que je n'ai pas tout le temps les mots en bouche, fait que vous allez m'excuser, mais ça viendra au cours des prochaines présentations. Puis qu'est-ce que c'est un corridor Vélocité ou un corridor Vivacité? C'est vraiment des infrastructures qui sont confortables, sécuritaires pour les cyclistes et les piétons. Puis ça indique un repartage de la voie publique. Ça permet de diminuer les conflits entre les différents modes de transport. Donc, entre auto et cyclistes, entre auto et piétons, entre cyclistes et piétons. C'est pas inventé à Québec. Hein? On s'est inspiré de cela des meilleures pratiques internationales. Puis le choix des axes sur des corridors, c'est basé vraiment sur une analyse de besoins, puis ça tient compte des déplacements qu'on fait aujourd'hui en voiture, à vélo, à pied, puis des déplacements aussi potentiels. Fait que j'y viens, les déplacements actifs, actuels et potentiels. Il y a des études selon les enquêtes origine-destination, puis aussi la chaire de recherche à la Polytechnique de l'Université de Montréal là, qui démontre qu'il y a un déplacement sur 2 de moins de 1 km qui va être effectué en auto. Alors qu'on sait que 1 km, ça marche très bien. Donc, ce qu'on croit, c'est que d'avoir un corridor Vivacité va permettre d'offrir le choix à un citoyen qui prend son auto actuellement pour se déplacer d'1 kilomètre, de choisir la marche à la place. Puis c'est la même chose pour les cyclistes. C'est démontré qu'il y a jusqu'à 77%, fait que 3 déplacements sur 4 de 5 km ou moins qui sont faits et effectuées en auto en ce moment, parce que les infrastructures de transport ne sont pas accueillantes ou intéressantes pour les cyclistes. Puis les corridors Vivacité, c'est ça que ça a comme intention, d'aller matérialiser ce potentiel-là. C'est des potentiels de déplacement qu'on pourrait faire en transport actif plutôt qu'en voiture. Donc, on a une vision dans 10 ans de pouvoir déployer un réseau structurant de vélos, des corridors Vivacité sur l'ensemble du territoire, que ce soit pour relier Charlesbourg au centre-ville, pour relier la colline parlementaire à Sainte-Foy, pour relier Beauport à Le Bourgneuf, mais maillé dans un réseau puis supporté par notre réseau local de pistes cyclables. Pour qui on fait ces corridors-là? C'est pour les citoyens et les usagers qui, en ce moment, ne se sentent pas confortables d'utiliser une chaussée désignée ou une piste
et de partager l'espace directement avec les voitures. On dit qu'il y a 4 à 7 de cyclistes qui sont assez confortables pour se sentir à l'aise de partager la même voie que les automobilistes. Alors qu'on a 51 à 56 d'usagers qui vont utiliser une piste cyclable seulement si elle est séparée physiquement de la chaussée automobile. Fait que c'est tous les cyclistes qu'on tente de rejoindre avec nos corridors Vivacité. Les enfants, les adultes, les aînés, les cyclistes d'expérience, les cyclistes du dimanche, comme je m'appelle à l'occasion. À ce temps-ci de l'année, je suis une cycliste du dimanche. Donc, c'est ces gens-là qu'on veut rejoindre avec les corridors Vivacité. Sur le territoire de la ville, on a détaillé, les corridors Vivacité se déploient sur 2 types d'aménagements, des aménagements évolutifs ou transitoires, puis des aménagements permanents. Fait que quand on parle d'aménagement évolutif, c'est comme ce qu'on a vu s'implanter sur la 4e avenue en 2023. C'est des aménagements qui s'implantent rapidement puis qui permettent là, de faire des interventions minimales pour sécuriser puis travailler au confort des cyclistes. Donc, on va parler de marquage de chaussée, de la peinture au sol. On va installer des bollards pour séparer physiquement les cyclistes des automobilistes. On va vouloir ajouter du mobilier urbain à l'occasion, réaménager des fois des coins de rue ou des intersections, mais de manière minimale. Puis on va aussi travailler sur des feux de circulation. On va ajouter des feux pour les cyclistes. On va changer les longueurs et les temps de traversée piétonne, justement pour faciliter le confort aussi des usagers piétons. Il y a aussi des aménagements permanents qu'on commence à voir arriver à la ville. La 4e avenue, le projet dont on vient vous parler ce soir, c'est vers ça qu'on s'en vient. On vient pérenniser, on vient consolider les aménagements évolutifs qu'on est venu implanter en 2023 avec des travaux qui sont vraiment plus importants. Fait qu'on parle des travaux où est-ce qu'on va réaménager la surface, on va même aller en travaux souterrains, mais on va traiter aussi de multiples autres enjeux de la rue. Donc, outre la mobilité active, mais on va vouloir aussi réfléchir et concevoir pour le transport en commun, pour la sécurité routière. On va travailler en architecture de paysage, en déminéralisation, en verdissement. On va vouloir aussi traiter de drainage. On va réfléchir avec nos équipes partenaires à la gestion des matières résiduelles et au déneigement. Je suis tombée en mode veille. Voilà. Je veux revenir aussi, en 2023, on a fait un questionnaire puis on a réalisé certaines activités de consultation et de participation publique avec les gens touchés par le réaménagement. C'est un processus, là, il y a eu un questionnaire citoyen en mai 2023, puis on a eu une séance d'information juste avant l'implantation du projet évolutif. Ces données-là qu'on a présentées, j'aimerais vous les représenter. Je vais en faire un tour vraiment rapide parce que je veux vous présenter je veux qu'on aille aussi au projet là, qui nous occupe, mais on a vraiment fait le tour du territoire, l'environnement humain, où est-ce qu'on a le centre de services scolaires, l'école Albert-Legrand, on a le parc Gérard-Marchand juste en arrière d'ici. Au niveau de l'environnement économique aussi, on a pris compte là, du fait qu'on est à proximité des galeries Charlesbourg, qu'il y a plusieurs commerçants sur la rue. La majorité des commerçants possèdent du stationnement hors rue, puis la majorité aussi des livraisons de ces commerçants-là va se faire soit hors rue ou sur des rues transversales. Au niveau du transport en commun aussi, on tient compte des 7 parcours là, qui traversent la 4e avenue, dont le 3, le 28 et le 39 qui sont des parcours de bus réguliers, le 330, 331 et 530 qui sont des express, puis le 803 qui est un métrobus là, plus dans le secteur où se trouve l'autoroute 40. On a 17 arrêts d'autobus sur le tronçon étudié. Dans la stratégie de sécurité routière, là, qui est un document ou une stratégie qui est développée à la ville avec les objectifs là, de sécuriser notre territoire, on retrouve un site accidentogène sur le tracé du projet à l'intersection de la 4e avenue puis de la rue des Peupliers. Entre 2018 et 2023, on a recensé 82 accidents, dont 8 incluaient au moins un piéton ou un cycliste.
Ensuite, on a voulu aussi extraire là, les résolutions du Conseil de quartier Lairet qui concernaient spécifiquement les aménagements vélos, les aménagements piétons. Donc, je ne les lirai pas dans le détail. Ils vous seront disponibles de toute façon en ligne là, après la présentation de ce soir, mais je veux juste porter à votre attention qu'entre autres, ce qui a été mentionné en 2021 et en 2022, c'était d'améliorer la traverse piétonne près du parc Gérard-Marchand, qui était vraiment problématique. Mais les intentions et les résolutions là, revenaient répétitivement là, à séparer physiquement les automobilistes des cyclistes, à élargir le lien sur la 4e avenue, puis d'apaiser la vitesse. Là. Dans les consultations de la vision de la mobilité active là, que je vous ai présentées précédemment, je vous mentionnais qu'il y avait des questionnaires qui avaient été mis en ligne entre 2020 et 2022, puis pour les piétons et les cyclistes, on a eu ce genre de commentaires-là similaires aussi, soit améliorer le respect du passage piéton près du parc Gérard-Marchand, des questions d'entretien concernant un puisard sur la rue des Peupliers, l'absence de trottoir à certaines intersections. Puis, en termes de vélo, là, on parlait de déneiger les bandes cyclables, on demandait une séparation physique des autos et des vélos, puis on mentionnait que le lien cyclable était en mauvais état sur le viaduc. On nous a aussi mentionné le fait que ce serait intéressant là, de relier la 4e avenue Est au nord avec le corridor des cheminots. On a voulu aussi, je voudrais aussi revenir sur le questionnaire qu'on vous a transmis, qu'on a transmis aux gens du quartier et du secteur là, quand on a fait le projet évolutif. C'était basé sur les besoins de la rue en mobilité active. Puis, on a eu 94 répondants. Puis, dans les questions ouvertes, là, il y avait 57 commentaires qu'on a recensés aussi. Je vous fais un survol des questions principales puis des réponses qu'on a obtenues. Donc, on a demandé le sentiment de sécurité des répondants en fonction du mode de transport, là, de la façon dont ils se déplaçaient sur la rue. Puis on constate qu'en voiture, on se sentait relativement en sécurité. Là, sur une échelle de 1 à 10, on était à 8,5, tandis que les gens qui se déplaçaient à vélo étaient ceux qui se sentaient le moins en sécurité, là, à moins de 5 sur 10, à pied se trouvant là, entre les deux. On a aussi posé la question s'il y avait un sentiment de vitesse excessive, puis 3 personnes sur 4 nous ont répondu que oui, il y avait un problème de vitesse sur la 4e avenue. On a posé la question plus spécifiquement quelles intersections étaient, selon eux, les plus dangereuses. La 41e rue est ressortie avec comme deuxième choix ex aequo la 22e rue et la rue des Bouleaux-Est. On a demandé aussi quelle était la priorité de réaménagement. Donc, les 3 principales dont que je veux vous souligner sont l'amélioration des infrastructures cyclistes, l'apaisement de la circulation automobile, puis d'améliorer la sécurité des intersections et pour les piétons et pour les cyclistes. Quand on posait la question spécifiquement aux piétons, les 3 principales priorités là, étaient de réduire la vitesse auto, sécuriser les intersections et élargir les trottoirs. Puis je vous ferai remarquer qu'on a posé aussi la question aux cyclistes et leurs 2 premières priorités sont les mêmes, soit réduire la vitesse des autos, sécuriser les intersections. Pour les cyclistes, la 3e priorité était d'aménager des sas vélos au feu de circulation. Pour le bénéfice et la compréhension de tous, un sas vélo, c'est une boîte verte peinte au sol en avant de la ligne d'arrêt automobile. Fait que ça permet aux cyclistes de s'avancer et de se placer devant les automobiles quand le feu est rouge et donc d'être visibles quand ils repartent. Donc, ça améliore leur sécurité. On a recueilli 57 commentaires. Les 2 premiers là, qui ont reçu, on les a regroupés par thème, là, mais les 2 premiers qui regroupaient le plus de commentaires étaient des questions concernant la vitesse automobile avec 10 itérations, là, 10 répétitions, puis le passage sous le viaduc qui était dangereux. Tous les autres, là, on les a regroupés. Vous n'aurez pas un total de 57 là, parce qu'il y en a, quand on avait un seul commentaire sur un point, on n'est pas venu identifier le sujet en détail. Maintenant, à la séance d'information citoyenne qui a eu lieu en mai 2023, on a aussi pris compte des commentaires qui ont été nommés à ce moment-là. Il y avait des préoccupations à nouveau là, sur la sécurité des piétons dans le secteur du parc Gérard-Marchand. Fait que c'est vraiment une problématique là, qui revient et qui est une préoccupation des citoyens. Puis il y avait aussi des préoccupations sur la qualité du déneigement et sur la cohabitation entre les cyclistes et les écoliers.
Donc, je vous rappelle rapidement les interventions qui ont été réalisées en 2023 dans le projet évolutif. Les bandes cyclables qui étaient existantes à ce moment-là ont été élargies et mises à niveau pour avoir un confort selon les critères des corridors vélocité, corridors vivacité, en ajoutant du marquage et des balises, puis en créant une zone tampon avec le marquage entre la piste cyclable et les véhicules automobiles. Ce soir, là, au moment où on se parle, en 2024, on est en train en ce moment de bonifier ce projet-là de 2023 en venant ajouter des bordures de protection en béton pour séparer les piétons, les cyclistes des automobilistes sous les viaducs. Donc, sous le viaduc du CN, puis sous le viaduc de l'autoroute 40. Les travaux sont en cours en ce moment, puis ça va permettre d'avoir une meilleure protection encore, puis un meilleur sentiment de sécurité pour les cyclistes qui circulent sous le viaduc. Puis on en profite pour refaire l'asphalte, donc la surface va être vraiment plus sécuritaire aussi pour circuler. Alors, sans plus tarder, je vais passer voyons, pas le micro, mais la POC. Je vais passer la POC à mon collègue Jérôme pour qu'il puisse vous expliquer les interventions. Merci. Merci, David, d'avoir activé mon micro. Donc, bonsoir tout le monde. Content d'être ici avec vous ce soir pour vous présenter ce beau projet-là. Donc, maintenant, on va passer aux interventions qu'on prévoit l'an prochain. Je pense que je vais devoir me tourner parce que ça va être plus facile. Donc, vous voyez là à l'écran la carte qu'on vous a présentée. On situe le lien sur lequel on travaille, donc le lien D, qui est le lien entre Charlesbourg et la cité Limoilou. Le projet dont vous parle se situe vraiment au centre, donc entre la 55e rue et la 25e rue à Limoilou. On voit ici une image plus zoomée là, du même secteur que je viens de vous parler. Ce qu'on prévoit donc, c'est la réfection des infrastructures souterraines et de surface en fin de vie utile afin d'offrir une 4e avenue complètement neuve aux citoyens. Donc, cette infrastructure souterraine-là nous permet de revoir notre infrastructure de surface l'an prochain. Ça nous permettra de pérenniser le tronçon du corridor vélocité évolutif, vivacité évolutif de la 4e avenue S réalisé en 2023 sur une longueur de 1,7 km. Donc, ici, on vous présente la situation actuelle telle que vous la connaissez. Donc, c'est un projet qui a été réalisé en 2023. Vous avez de chaque côté de la rue un trottoir, puis ensuite une bande cyclable protégée d'une zone tampon avec des bollards et du marquage blanc, double ligne blanche. Ensuite, vous avez une voie automobile en direction sud et une voie automobile en direction nord qui sont séparées par du marquage jaune là, pour la ligne axiale. Ici, on vous présente ce qu'on propose directement. Donc, vous pouvez voir une 4e avenue S complètement neuve qui intègre des aménagements modernes et qui bonifiera le milieu de vie. Donc, il y a plusieurs éléments ici qui vont vous être expliqués en détail dans les prochaines diapositives. Vous pouvez quand même là, apprécier tout de suite qu'il y a un espace de verdure qui est ajouté de part et d'autre en arrière-trottoir. Puisque l'emprise totale de la rue là, devrait diminuer en fonction de notre conception actuelle. Vous allez avoir un élargissement de trottoir, un élargissement des pistes cyclables qui seront surélevées, qui seront à la mi-hauteur, donc qui seront situées entre la hauteur de la chaussée et le trottoir, de façon à bien délimiter l'espace piéton de l'espace cycliste. Et vous avez également une zone tampon, là, une surlargeur en béton qui permettra de délimiter l'espace entre les piétons et les automobiles ici. Et on voit également une voie automobile en direction sud et en direction nord qui sont maintenues. On voit un arrêt d'autobus qui pourrait être aménagé grâce à une plateforme d'embarquement sécuritaire. On vous expliquera tout ça dans le détail tantôt. Nous avons également là, des plantations d'arbres sur les rues transversales avec saillie drainante et plantation d'arbres, comme je vous l'ai dit. On a également des trottoirs traversants que vous voyez à l'écran, donc où on aura un trottoir bétonné là, qui se poursuivra dans l'intersection. On va tout vous expliquer ça dans le détail dans les prochaines diapositives. Bien sûr, on a pris tous vos commentaires en note, tout ce qu'on vous a présenté dans les dernières diapositives en lien avec les questionnaires et les sondages, et on a fait ces choix-là.
Quand on résume les interventions, donc, c'est de mettre à niveau les pistes cyclables unidirectionnelles à la mi-hauteur, d'élargir les trottoirs pour un meilleur confort piéton, d'ajouter du marquage vert aux intersections et aux entrées charretières achalandées, ajouter des feux dédiés aux cyclistes aux intersections, ajuster également la programmation des feux de circulation pour les piétons et les cyclistes et faire une réfection complète de la surface de rue et le pavage à neuf. Ici, on voit un exemple là, de piste mi-hauteur à droite. Donc, vous voyez là, que la piste cyclable se situe plus haute que la chaussée des autos, mais plus basse que le trottoir, de façon à délimiter l'espace des trois modes. Ici, on voulait vous parler plus précisément des trottoirs traversants, ce que c'est. C'est une nouveauté à Québec, il n'y en a pas. On s'est inspiré de certaines villes du Québec, comme Montréal ou Mont-Saint-Hilaire, qui ont déjà implanté ce type d'aménagement-là. Ce que ça permet de faire, c'est vraiment d'assurer un plus grand confort pour les piétons. On va avoir un trottoir qui va traverser complètement l'intersection. Le trottoir ne devrait pas descendre, il va descendre à peine, ça sera peu perceptible. Et on va avoir un béton qui va traverser la chaussée. Ce que ça permet de faire, en fait, c'est d'assurer un ralentissement de la vitesse automobile et un meilleur respect des arrêts et du passage piéton. Le trottoir sera surélevé, donc ce que ça veut dire, c'est moins de flaques d'eau sur le parcours piétonnier, moins de glace. On va assurer un meilleur drainage à cet endroit-là. On aura des pentes de la chaussée et un trottoir traversant béton qui envoie un signal qu'il s'agit d'un espace où les piétons peuvent circuler. Donc, l'automobiliste traverse du béton, on a vraiment plus la sensation de traverser une infrastructure piétonne. Ça aide beaucoup le respect. On a bien sûr l'ajout d'alpes podotactiles selon les bonnes pratiques en accessibilité universelle. Donc, le trottoir étant très peu abaissé, il va être moins perceptible pour les personnes à mobilité réduite. Donc, on s'assure vraiment qu'il y ait des dalles podotactiles pour que ces gens-là qui ont un handicap visuel prennent connaissance qu'on traverse une infrastructure où les automobiles peuvent passer. Soit dit en passant, ces aménagements-là, bien sûr, ont été travaillés, là, puis on a consulté des membres d'Accessibilité universelle avant de proposer une infrastructure comme celle-ci. Uniquement aux intersections, cette infrastructure-là serait implantée uniquement aux intersections sans feu de circulation. Pourquoi? Parce que si on a un feu vert, on ne veut pas créer un dénivelé vertical là, si les automobiles ont une circulation fluide. Donc, c'est vraiment aux endroits où on doit s'arrêter que les automobilistes vont devoir avoir cette déviation verticale-là à traverser. Ensuite, on vous a parlé de quai d'embarquement pour les services du RTC. Donc, ici, on voit un exemple plus rapproché. Ce qu'on fait vraiment à cet endroit-là, c'est qu'on va diminuer la largeur de la piste cyclable de façon à inciter le ralentissement des cyclistes pour respecter la traversée des piétons qui se fera entre les autobus et le trottoir. La piste, à cet endroit-là, elle va être rehaussée à la hauteur du trottoir pour une accessibilité universelle, pour qu'il n'y ait pas de marche là, pour les piétons. On a le même niveau sur toute la largeur. La largeur de la piste, comme je vous l'ai dit, est rétrécie pour inciter le ralentissement. Je pense qu'il y a une répétition dans notre diapo. Ça s'est glissé. La largeur du quai d'embarquement permettra là, que les gens puissent attendre l'autobus ou débarquer dans un espace qui va être dédié aux piétons. Donc, ils ne débarqueront pas dans une piste cyclable. La traverse piétonne va être marquée par de bandes jaunes dans la largeur de la piste. Il va y avoir également du marquage supplémentaire qu'on ne voit pas à l'écran. Je pense qu'il y a une autre image tantôt qui va vous le montrer bien, là, mais on va ajouter de la signalisation pour encore plus faire respecter la priorité piétonne pour que les cyclistes cèdent le passage lorsqu'il y a des piétons. Il y aura également des dalles podotactiles vis-à-vis le quai d'embarquement pour également, encore une fois, par souci d'accessibilité universelle. Ensuite, on vous a parlé de verdissement et de déminéralisation. Donc, ici, on vous présente des zones de plantation sur rue transversale. C'est ce qu'on prévoit faire également sur les abords de la 4e avenue. Vous voyez que les rues transversales à la 1re avenue, ça, c'est un exemple juste à côté d'ici, là, au niveau de la 1re avenue. C'est ce type d'infrastructure-là qu'on a, ce type de design qu'on a sur nos rues. C'est le même, par respect à ce même design qu'on va faire sur la 4e avenue. Ça nous permettra d'aménager 28 nouveaux arbres en saillie à ces endroits-là, sur tout notre projet. L'emplacement de l'arrière-trottoir est ajusté et déplacé, ce qui permettra d'augmenter les superficies d'air verte entre les propriétés privées et le trottoir. Ça, c'est la bande verte derrière les trottoirs que je vous ai montré tantôt. Je vous ai également parlé de réseau de drainage de saillies drainantes. Là. Ce qu'on veut dire, c'est que le réseau de drainage va être bonifié parce que nos infrastructures vertes vont permettre d'accueillir l'eau naturellement. Donc, lorsqu'on va faire une saillie pour planter un arbre, on va également s'assurer de déverser l'eau
pour que l'eau puisse s'écouler naturellement vers cette superficie-là. Puis, ça va soulager notre réseau d'aqueduc, puis ça va diminuer la pression sur nos réseaux. Donc, on favorise la filtration naturelle pour réduire les volumes d'eau rejetés à l'égout. Ça va nous permettre également de réduire des îlots de chaleur là, avec ces aménagements-là. On revoit l'image parce que là, on vous a tout détaillé. On vous permet d'apprécier encore à nouveau l'aménagement où vous voyez l'ensemble des éléments que je vous ai parlé tout à l'heure. Pour conclure, au niveau des interventions, bien sûr, il y a des travaux qui viennent avec ça. Donc, la réfection des infrastructures souterraines est prévue. Donc, on prévoit remplacer les conduites d'aqueduc qui sont désuètes sur l'axe. Donc, c'est de la fonte grise qui a été installée en 1955, qui arrive en fin de vie. Donc, on est dû pour les remplacer. Il y a également des conduites là, qui sont même sous-capacitaires en ce moment dans certains tronçons de la rue. On parle entre la 45e et la 48e rue. À ces endroits-là, même si ce n'est pas seulement qu'ils sont arrivés à fin de vie, c'est qu'ils n'arrivent plus à répondre à la demande. Donc, vraiment, il faut augmenter le diamètre de ces conduites-là à cet endroit-là. Les segments de conduite remplacés, ce qu'on va mettre en place l'an prochain, là, ça aura une durée de vie utile de 75 ans. Donc, on s'attend à avoir une belle infrastructure durable. Puis, ça va nous permettre en toute sécurité d'aménager la surface qui, on s'attend bien sûr, ne devrait pas être affectée là, par des bris souterrains. Voilà. Je vais dire que j'ai perdu le signal. Là. OK. Également, pour les travaux d'infrastructure souterraine-là, c'est sûr que ça va avoir des impacts sur la circulation dans le secteur. Donc, on va bien sûr communiquer avec les citoyens. Ce sera également une opportunité pour les citoyens, justement, de venir faire part de leurs besoins au niveau de leur propriété. S'il y a des travaux avec les connexions, ça pourrait bien sûr être prévu avec vous à ce moment-là. Donc, voilà, oui, une deuxième approche. On fera une deuxième approche également les semaines juste avant le chantier, là, bien sûr, pour vous annoncer que ça s'en vient avec les bonnes dates. Il y aura également un bureau info-chantier qui sera mis en place lors des travaux pour répondre quotidiennement si les gens ont des questions. Il y aura des gens sur place aussi. Donc, ici, on va résumer dans cette section-là les avantages puis les impacts appréhendés du projet pour vraiment vous donner une bonne idée de ce qui s'en vient. Donc, au niveau des principaux avantages du projet, ce que ça permettra de faire, c'est de requalifier à neuf la 4e avenue, de réduire la vitesse globalement sur l'axe avec les infrastructures qu'on va mettre en place, d'améliorer les infrastructures pour le transport en commun. Donc, on va s'assurer vraiment de mettre ça à niveau. Vous allez voir plus tard. On va pérenniser le lien cyclable aussi, 4 saisons de façon très sécuritaire. Il y aura une meilleure esthétique de rue aussi. On va avoir une belle rue neuve avec moins de balises. Ça va être des matériaux plus nobles qui vont être utilisés. On aura également une amélioration du confort des piétons sur l'axe. On aura une meilleure intégration des besoins des transports actifs dans la programmation des feux de circulation, une amélioration de la sécurité globale de l'axe. Il n'y aura aucun impact sur les voies automobiles avec ce qu'on vous propose. Puis, on aura un impact négligeable sur les conditions de circulation, mais aussi sur le stationnement par rapport à la situation actuelle. Dans les prochaines diapos, on va vous expliquer ça en détail. Certains des éléments que je viens de vous dire là, qui valent la peine d'être expliqués très en détail, dont l'amélioration des infrastructures pour le transport en commun. Donc, on vous a dit, plateforme Key, si vous avez une image là, schématique qui vous présente vraiment ce qu'on veut dire, on bonifie les arrêts d'autobus, on va ajouter des abribus, des bancs, tous les éléments qu'on va avoir jugés nécessaires. Ça va nous permettre de les mettre en place l'an prochain. Il y aura plus de sécurité parce que les espaces seront bien définis entre les usagers avec l'aménagement des plateformes. On a une facilité d'accès pour les aînés. On a un meilleur confort pour les usagers en attente également à travers ces arrêts-là. Les aménagements qu'on va faire l'an prochain vont nous permettre d'atteindre les objectifs d'accessibilité universelle du RTC de tous les arrêts du tronçon. C'est un des éléments qui est important dans notre concept. Il y aura également une meilleure cohabitation piéton-cycliste. Ici, vous voyez là, les éléments plus de sensibilisation pour le respect de la traverse piétonne que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est des choses sur lesquelles on va travailler à implanter également sur notre projet. Pour ce qui est de l'amélioration du confort piéton, on veut vous imaginer pour bien vous expliquer, vous exprimer en quoi le piéton pourrait être plus confortable. C'est qu'on va, en gros, éloigner le piéton des automobilistes. Donc, avec une large piste cyclable, on va éloigner encore plus les piétons de la circulation automobile. On vous l'a représenté sur l'image à droite, sur les images à droite.
Donc, on va passer d'1,5 mètre de distance entre les autos et les piétons jusqu'à 2,5 mètres. Donc, ça veut dire moins de bruit, moins de poussière, moins de gadou en bon français. Donc, vraiment un meilleur confort pour les piétons à ce niveau-là. On a également un élargissement des trottoirs, donc plus de confort, plus de surface. On diminue le temps d'attente aux intersections avec feu pour les piétons. On va augmenter le temps de traverse. Donc, à la fois, on diminue le temps d'attente, mais on va également augmenter le temps que vous aurez en tant que piéton pour traverser les rues. On va ajouter également une traverse, ça c'est un point très important. On va ajouter une traverse sécurisée pour les piétons entre la 41e et la 42e rue, là, face au IGA et les 2 arrêts d'autobus qui sont situés là. Il y a énormément de piétons qui traversent là. On était dû pour offrir une traverse piétonne sécuritaire à cet endroit-là. Ça va être fait. Il y a également la traverse piétonne près du parc Jérôme-Marchand. Vous avez vu les efforts qu'on a fait dans les derniers mois, dernières années pour améliorer la situation à cet endroit-là. Mais là, on va le faire de façon beaucoup plus pérenne, encore plus costaude, qui va permettre vraiment de sécuriser encore plus la traverse à cet endroit-là. Et enfin, on va améliorer la canopée. On vous a dit plantation de 28 arbres. Ça veut dire plus d'ombre, plus de confort pour les piétons également. Pour ce qui est du stationnement, c'est un des éléments qui a un léger impact. On vous l'a dit, c'était négligeable, mais il y a quand même un nombre d'espaces qui est retiré à travers le projet. Donc, vous savez, en plantant des arbres, en fait, on va retirer 1 à 4 espaces de stationnement par intersection touchée. Donc, lorsqu'on va faire des saillies, on a 10 intersections sur l'ensemble du projet à laquelle on va venir planter des arbres. Puis, dans l'ensemble, c'est 28 espaces sur ces 10 intersections-là qui vont être retirés. Puis chaque intersection aura 1 à 4 espaces transformés en plantation d'arbres. Donc, vraiment, c'est très ponctuel et c'est très peu à chaque intersection. Donc, c'est ce qu'on voulait vous expliquer. Mais il y a également une section plus au nord, donc vraiment dans le nord du projet, où on avait encore du stationnement sur la 4e avenue. Il y a environ 20 cases là, entre la 47e rue et la 52e rue qui restaient du côté est et qui restaient en tout temps. Et ces espaces-là vont être transformés l'an prochain au profit des infrastructures piétonnes et cyclistes et pour le verdissement en arrière-trottoir. Les analyses de stationnement qu'on a faites dans le secteur nous démontrent qu'il y a une grande capacité dans le secteur environnant. Puis le taux d'occupation de ces espaces-là, en fait, sur tout le projet, était de 9 %. Donc, on s'attend que la demande est assez faible et que la capacité sur les rues adjacentes va être assez élevée pour répondre à la demande. Je vais recéder la parole à Karine pour les prochaines étapes. Merci, Jérôme. Donc, je voulais simplement faire un survol rapide des prochaines étapes. En fait, le premier point, là, la première pastille, c'est vraiment les consultations qui ont eu lieu en amont en 2023, dont on vous a présenté les résultats tout à l'heure. Ce soir, on est à la séance d'information citoyenne pour le projet de réalisation-construction qui va venir l'année prochaine, en 2025. Au besoin, là, si c'est nécessaire, en fonction des commentaires puis qu'on recueille, on va faire des rencontres techniques individuelles avec certains propriétaires riverains et ou institutions. Ça devrait se faire au cours de l'automne et de l'hiver. En ce moment, on a donné un contrat à un consultant externe pour commencer la conception des plans et devis pour construction. Donc là, ils sont plus dans les détails techniques de construction et ces plans-là seront en conception jusqu'à la mi-février 2025. Donc, c'est pourquoi les rencontres techniques au besoin là, vont permettre d'adapter certaines modifications là, aux plans et devis. On veut octroyer un mandat de construction à un entrepreneur à la mi-avril 2025, donc de l'année prochaine, et les travaux de construction devraient s'échelonner entre le printemps et l'automne de l'année prochaine. Ça conclut notre présentation. On va tomber à la période de questions. Je vais repasser la parole à Daniel là, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Merci. Très bien. Effectivement, on va passer à la période de questions. On n'est pas très nombreux, donc je pense que je n'aurai pas besoin d'être très sévère sur le temps de parole. Donc, pour les personnes qui sont en salle, je vais vous inviter à vous présenter au micro afin que vous soyez bien entendus des personnes qui sont en distance. Pour les personnes à distance, vous avez l'outil QR qui est disponible. Si vous extensionnez, si vous cliquez sur les 3 points, probablement que l'outil va être visible. Sinon, vous pouvez utiliser le bouton réaction pour lever la main. Donc, je propose peut-être qu'on affiche l'espèce d'image synthèse où on voyait l'ensemble des aménagements proposés. Et s'il y a des gens qui souhaitent prendre la parole, vous pouvez lever la main ou vous avancez au micro, s'il vous plaît. Bien, oui, je vous ai vu lever la main, je vous laisse évidemment.
J'aimerais ça que vous m'expliquiez un peu plus comment ça va s'harmoniser les autobus avec. J'ai pas vu de profil à laquelle est-ce qu'il faut traverser la piste cyclable pour aller sur le trottoir ou comment ça va? Merci. Puis pour le... Okay. Les gens à distance, vous ne verrez pas le point rouge, par contre, là, mais je vais essayer de bien expliquer. Vous voyez le véhicule à gauche ici? Bien, on peut s'imaginer que l'autobus va être là et il va faire débarquer les gens sur une plateforme en béton qui va être plus d'1 mètre de large, là, bien sûr, puis il va avoir suffisamment d'espace pour accueillir les gens qui vont débarquer. Ensuite, oui, les piétons doivent traverser grâce aux traverses piétonnes jaunes, ici que vous voyez sur la piste cyclable. Donc, doivent traverser pour revenir sur le trottoir. Et là, il va y avoir une continuité linéaire sur le trottoir là, tout le long de l'axe, bien sûr. Donc, la plateforme est en retrait le long de la chaussée. Mm-hmm. Oui, c'est exactement, en fait, c'est ce qui nous a amené à vous proposer cet aménagement-là qui est travaillé dans plusieurs villes en ce moment pour justement faire en sorte qu'on donne l'espace nécessaire. Lorsque les gens vont débarquer de l'autobus, ils vont avoir l'espace vraiment ils ne débarqueront pas dans la piste et vont pouvoir là, traverser la piste là, en voyant à droite s'il y a un cycliste qui arrive. Les cyclistes aussi, par cet aménagement-là, vont être amenés à ralentir et à s'arrêter lorsqu'il y a des piétons qui débarquent. Alors que si c'était le contraire, ils n'ont aucun aménagement qui leur permettait de réaliser qu'il y a des piétons qui vont débarquer dans l'autobus. Mais là, on va rétrécir la circulation, la voie de circulation pour les cyclistes. Elle diminue à 1,2 mètres. Donc, c'est énormément, là, un très bon rétrécissement. On va avoir une surélévation un peu comme un dos d'âne. Oui, la piste cyclable va ralentir aussi. Oui, oui. C'est sûr que ça c'est à Montréal ici, là, mais on a des exemples aussi à Seattle. Excusez-moi, là, on dirait que la télécommande ne fonctionne pas des fois. Ouais, je pense que j'ai réussi. C'est bon. Oui, ici. Donc, vous voyez là, même ici vraiment le dénivelé vertical qui est là. Ça va vraiment avoir pour effet aussi de ralentir la circulation des cyclistes. Donc, on vient vraiment contraindre, un peu comme des autos là, avec une chicane dans la rue ou un dos d'âne. C'est le même principe qu'on fait là, avec une signalisation qui dit d'arrêter lorsqu'il y a des piétons. Donc, vraiment, là, on veut s'assurer que les piétons vont pouvoir avoir un respect des cyclistes pour la traversée. On a travaillé très, très, très fort pour assurer ça. On s'est inspiré vraiment des meilleures pratiques. Oui. Moi, je suis cycliste. Je suis aussi une utilisatrice de transport en commun. J'ai une et j'ai des amis, voilà, 70, qui ne veulent plus faire vélo sur les bicyclettes depuis l'arrivée des vélos. Parce qu'ils se sentent en avant. Est-ce qu'il y aurait un moyen de faire de la sensibilisation sur la sécurité auprès des vélos, pas auprès des automobilistes, ça il y en a déjà vu, mais auprès des utilisateurs? Quand on est surtout sur la piste des corridors cheminots et la piste de la rivière Saint-Charles, il y en a beaucoup de personnes qui font de la haute vitesse. Quand tu te promènes tranquillement, tu te fais dépasser à droite, à gauche, n'importe comment. Ah oui? OK. Alors, c'était une demande que je voulais faire parce que moi-même, je fais beaucoup de vélo. Je me considère une bonne cycliste. Je fais du 40, 50, 60 km quand je sors. Et je me fais dépasser régulièrement par des gens qui roulent au double de ma vitesse et puis qui me dépassent par la droite, par la gauche, par n'importe où. Ça devient dangereux. C'est vraiment dangereux. Peut-être vous répondre, madame. Merci beaucoup pour votre commentaire, votre question.
justement, ça tombe à point parce que cet automne, la Ville, on commence une campagne de sensibilisation là, qui est en train de se faire autant sur, évidemment, les médias sociaux que sur le terrain, de sensibilisation qui vise les cyclistes afin qu'ils adoptent des bons comportements. D'ailleurs, sur plusieurs des corridors, puis on va en installer évidemment là, sur la 4e avenue, on met des affiches, là, des choroplastes en bon français, là, avec des messages de sensibilisation qui incitent donc les cyclistes, notamment à respecter la priorité du piéton, à adopter des bons comportements dans leur déplacement. Donc, on travaille avec plusieurs mesures. On a également tenu lors du dernier mois, je vous dirais, quelques kiosques de sensibilisation avec l'organisme Accès Transport Viable, avec qui on travaille là, de façon étroite. Il va en avoir d'autres dans les semaines à venir, au printemps prochain également, à divers endroits sur le territoire, notamment sur le chemin Sainte-Foy. On a une bonne densité de cyclistes là, et ça nous permet évidemment de leur remettre de la documentation sur les bons comportements qu'ils doivent adopter. Puis vous avez parlé des vélos électriques, de A-Vélo. On travaille aussi étroitement avec nos collègues de Capital Mobilité, le RTC, qui exploitent le service à vélo. Et il y a des messages également de bons comportements et de sensibilisation qui sont transmis aux utilisateurs de vélos par l'application où ils doivent utiliser là, pour prendre le vélo et également là, le site web, etc. Donc, on est en action là-dessus. On travaille aussi avec les brigadiers de la Ville dans cette campagne de sensibilisation. Donc, plusieurs actions, plusieurs moyens différents parce que vous avez absolument raison, madame, tout comme vous, la Ville, on est extrêmement soucieux donc, des cyclistes partagent la route et adaptent des bons comportements vis-à-vis des utilisateurs, l'ensemble des utilisateurs comme les piétons et les autres cyclistes. Donc, on souhaite vraiment qu'à terme, cette campagne-là donne des effets positifs pour qu'il y ait une meilleure cohabitation de l'ensemble des modes. Je voulais juste finir en vous félicitant. Je trouve que la Ville de Québec est de plus en plus belle et de plus en plus agréable à circuler. Merci. C'est très apprécié, merci. Bonjour, Julie Gouin, résidente de la rue des Coins depuis 2015. Je suis automobiliste, cycliste, piétonne, utilisatrice du transport en commun. Moi aussi, je veux commencer par dire que je suis vraiment contente des améliorations que je vois dans le réseau cyclable. Moi, j'ai 2 enfants qui sont en CPE, 2 CPE différents, et je vais les reconduire et les chercher avec mon vélo électrique que j'ai acheté cet été. Donc, les corridors Vivacité, c'est bien merveilleux. Je voulais savoir, là, sur la 4e avenue, la vitesse a été réduite à 40 km/h, mais je pense que c'est juste au sud de la 25e ou c'est... C'est une intervention qui a été faite par nos collègues dans le cadre de la révision de toutes les vitesses. Je crois que oui, ce que vous dites. Je crois qu'en bas de la 4e, en bas de la 24e, on est à 40, puis en haut, on est à 50. OK. Puis est-ce qu'il y a un projet de la descendre jusqu'à Sapinière-d'Orion? Parce que je pense que ça serait pertinent. C'est sûr qu'on va réviser, là, on va réfléchir à la nouvelle vitesse, limite de vitesse là, à travers l'aménagement. Okay. Je ne peux pas vous dire la nouvelle vitesse, mais ça va être travaillé. Parfait. Puis j'avais une autre petite question, puis ça, je ne sais pas si c'est de votre ressort, là, mais je pense que le conseil de quartier a déjà fait le commentaire. Le viaduc, quand on est piéton ou cycliste, là, le drainage, il se fait mal, puis on dégoûte sa tête. Là, je ne sais pas s'il y a moyen d'améliorer ça. Ça abîme la chaussée puis le trottoir aussi. Oui, celui qui est juste à côté d'ici là, pour comme le confort à la marche. Là. Il ne pleut même pas, mais ça nous dégoûte sa tête. Fait que ça, je ne sais pas si c'est la ville ou le CN. On s'est occupé de notre superficie là, en dessous. Là. On va avoir une belle asphalte neuve en dessous. Pour ce qui est du haut, malheureusement, c'est plus complexe, effectivement. Okay. Mais c'est bien noté. C'est bien noté. Parfait. J'avais une question aussi. Monsieur Villeneuve voulait peut-être ajouter quelque chose, peut-être qu'il connaît le dossier. Ouvrez votre micro, monsieur Villeneuve. On est en train de gérer un remplacement de viaduc sur la 18e, puis je pense qu'on va y penser à 2 fois. On va en faire d'autres parce que c'est du stock vraiment. Mais c'est un petit commentaire éditorial. Merci. Okay. Puis, je voulais la nouvelle manière de faire avec les autobus, en ce moment, ils se rangent dans la piste cyclable, là, mais donc, quand on est en automobile, ça va être compliqué de dépasser un autobus. Là. Fait que c'est la 4e avenue, il va falloir arrêter tout le long. Puis ça, est-ce qu'on a analysé les impacts potentiels sur la fluidité de la circulation automobile? Oui, c'est sûr qu'en fait, ce ne sera pas possible de dépasser l'autobus. Ouais. Donc oui, ça va vouloir dire que quand il y aura un arrêt d'autobus, la circulation va devoir attendre le débarquement, effectivement. Okay. Mais on a évalué là, avec les débits et tout ça, il n'y aura pas d'enjeu de refoulement
problématiques en lien avec ça. OK. Puis un dernier commentaire, puis j'imagine que vous êtes au courant, là, mais le mélange de feu rouge pour cyclistes avec feu piéton, puis là, des fois, il n'y en a pas, des fois, il y en a, puis il n'y a jamais... Parce que dans le cas de la sécurité routière, on peut traverser au feu piéton en laissant priorité aux piétons, mais là, c'est comme pas clair, puis on a posé la question sur le groupe cyclisme utilitaire, puis on n'a pas eu la réponse officielle de M. Lachance, là, mais vous n'avez pas mis de panneau interdisant l'utilisation du feu cycliste. Donc, je pense qu'il y a quand même, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de cyclistes qui sont confus sur quand est-ce qu'on peut traverser. Des fois, on est obligé d'utiliser le feu piéton, des fois, on peut, des fois, on ne peut pas. Fait qu'il faudrait comme uniformiser ça à la grandeur de la ville pour que ça soit plus facile à comprendre. Oui, puis en fait, c'est un des éléments que justement les signalisations temporaires en coroplace viennent assez cadrer. Donc, l'idée, c'est que le cycliste peut, sur un feu piéton, en laissant la priorité. Même quand il y a un feu. Mais il doit en premier lieu utiliser le feu cycliste. Donc, quand il y a présence d'un feu cycliste, il se doit de respecter le feu cycliste. Donc, s'il est vert, le feu cycliste, il faut qu'il avance au vert. Normalement, on va justement distinguer le feu piéton du feu cycliste. Au début, on va donner une priorité au feu cycliste avant que le feu piéton embarque, comme on a fait sur le chemin Sainte-Foy. Donc, quand on roule sur le chemin Sainte-Foy, le feu cycliste démarre 5 secondes, 6 secondes avant le feu piéton. Et par la suite, le feu piéton embarque. Donc, et le feu cycliste continue. Fait que ça, on peut continuer à rouler. J'ajouterais peut-être quelque chose par rapport à ce que vous dites. Je pense que j'ai lu la publication que vous parlez au niveau de la présence du feu cycliste au rouge lorsque le piéton est dans sa phase. Puis là, on se pose la question si lorsque le feu cycliste rouge, avec une silhouette cycliste, lorsqu'elle est rouge, est-ce que j'ai le droit en tant que cycliste de traverser sur la phase piétonne telle que j'ai le droit? C'est une énorme zone grise. OK? Les normes actuellement ne donnent pas la réponse claire. Vélo Québec, j'ai manqué ma chance hier parce qu'on est au colloque de Vélo Québec. Je voulais leur parler de ça parce que sur leur site web, ils mentionnent comme quoi le cycliste n'aurait pas le droit. Mais ce n'est pas les normes ou les règlements qui nous disent qu'ils n'ont pas le droit. Vélo Québec dit ça. Je vous dirais qu'il faut, au Québec, là, en ce moment, répondre à cette question-là. Parce que la norme, ce qu'elle dit, c'est que le règlement, ce qu'il dit, c'est que lorsque la phase piétonne est activée, le cycliste peut, au rouge, passer. Est-ce que le feu cycliste est considéré le feu rouge? Dans la loi, dans le cas de la sécurité routière, il n'y a pas de distinction entre feu cycliste. C'est ça. Comme vous voyez, c'est un peu gris. Moi, je pourrais avoir la perception qu'effectivement, en tant que cycliste, je peux traverser sous le piéton alors que le feu cycliste est rouge. Mais la norme, en ce moment, ne nous permet pas d'être clair là-dessus. Quelle instruction est-ce que les policiers de la Ville de Québec ont? C'est plus ça. Comme je dis, eux, ils respectent la loi et les règlements. Puis là, il n'y a rien qui dit dans le règlement. De la sécurité routière, donc on peut, même s'il y a un feu rouge cycliste, après avoir laissé passer les piétons, on peut traverser. OK, parfait. Merci. Très bien. On a des questions en ligne, donc peut-être que je laisserai la parole à Ernesto pour lire quelques questions qu'il a reçues par écrit. Oui, merci beaucoup, Daniel. Effectivement, il y a 4 questions de M. Baillargeon. Oui. Il demande quelle est la largeur des bandes et de la zone tampon en béton. Première question. Deuxième question, déneigement. Il demande s'il sait faire en plusieurs passes pour piétons et cyclistes. Troisième question, y a-t-il des enjeux d'éclairage? Je pense que Ernesto, on va peut-être commencer par ces 3 questions. On va commencer avec les 2 premières. La largeur des bandes et de la zone tampon en béton. Parfait. Je vais prendre les 2 premières. Je vais laisser Karine peut-être parler pour l'éclairage. Au niveau de la largeur des bandes, ce qu'on prévoit, c'est des bandes. En fait, les plans sont en finalisation. Là. On est en conception aux 40 % des plans de devis. Ça va fluctuer entre 2,3 et 2,5. C'est sûr que ça n'ira pas en bas de 2,3. Donc, ça va être confirmé dans les prochains mois. C'est ça la largeur qu'on prévoit. Puis, ça inclut la zone tampon. Le 2,3 que je parle, à 2,5 va inclure la zone tampon qui est prévue actuellement à 500 millimètres, excusez-moi. 500 millimètres. Donc, 50 centimètres sur le total du 2,3, incluant le pavage et le béton. Pour ce qui est du déneigement, donc, qui dit séparation des piétons et des cyclistes, soit par une... Là, en ce moment, ce qu'on vous propose, c'est une séparation verticale. Ça impose un déneigement séparé.
Donc, il y aura la chenillette, comme on la connaît, qui va déneiger les trottoirs. Puis par la suite, nous aurons des équipements de type camionnette qui pourront déneiger les pistes cyclables et on aura également, bien sûr, les grattes habituelles qui pourront déneiger la chaussée. Donc, c'est un élément supplémentaire de déneigement, mais en ce moment, c'est le même principe. Vous avez des bollards à l'année. Donc, mais ce qu'on va permettre, en fait, c'est que ce sera un équipement beaucoup plus efficace qui va déneiger les pistes et qui pourront les saler et les entretenir en même temps dans le futur. Très bien. On avait une question sur la bonification peut-être de l'éclairage. Oui, puis là, je vais porter mon regard dans la salle, puis je vais répéter la réponse parce que notre collègue qui s'occupe du contrat de conception des plans et devis pour construction est là. Il y a une étude autométrique qui est en cours, puis il va y avoir une mise aux normes qui va être faite dans le cadre du travail. Donc, je répète pour l'enregistrement, il y a une étude photométrique qui est en cours en ce moment. Donc, on analyse là, si on a des besoins en éclairage, puis la réalisation, la construction de chantier va en tenir compte pour la sécurité des piétons et des cyclistes. Merci beaucoup. Il y a une dernière question concernant les mouvements automobiles qui seront modifiés. Peux-tu répéter qu'est-ce qui est la circulation automobile? Là? Oui, exact. Y a-t-il certains mouvements automobiles qui seront modifiés? J'imagine que c'est durant le chantier peut-être ou à la fin des travaux. Ou des fois concernant des interdictions de virer à gauche ou des choses comme ça? Oui, peut-être que c'est ça, mais en fait, il n'y a aucune modification là, à la circulation automobile qui est prévue là, dans le projet. Autrement dit, il y a déjà un lien cyclable existant. La circulation automobile est en fonction de ce lien cyclable actuellement. C'est bien ça? Il n'y aura pas de modification là, aux patrons de circulation ou aux obligations de tournée sur le projet là, actuellement. Ce qu'on propose n'a pas d'impact sur la circulation automobile. Très bien. Ernesto, est-ce que tu avais d'autres commentaires écrits à nous faire part? Non, c'est tout pour le moment. Merci beaucoup. Si jamais il y a des clarifications pour les citoyens, je l'invite à nous écrire aussi à nouveau. Très bien. Merci. On va retourner en salle. Sinon, j'ai des personnes qui m'ont écrit directement. C'est peut-être des messages que tu ne vois pas, Ernesto. Donc, je ferai la lecture après les deux personnes qui sont levées dans l'assistance. Bonjour, Mario Tremblay du Conseil des quartiers Lairet. Alors, d'abord, donner un petit son de cloche là, sur ce qu'on entend aujourd'hui, qui répond en grande partie à des demandes qui avaient été faites au fil des années. Vous l'avez montré. Maintenant, si on regarde, on lâche les généralités, puis on regarde un peu plus le détail. Moi, il y a deux choses qui me questionnent encore. On a parlé d'une intersection accidentogène, excusez-moi, d'une intersection accidentogène à Peuplier-Est et 4e Avenue. Moi, ce que j'entendais plutôt dans nos consultations à nous, puis quand on avait fait des recommandations là-dessus, c'était vraiment Desbouleaux-Est et 4e qui était accidentogène, qui est vraiment la sortie du parc à l'est. Effectivement, des peupliers aussi peut être accidentogène en raison de l'école qui est juste à côté. Mais par contre, là, il y a un brigadier qui est là matin, midi, soir. Mais moi, c'était plutôt l'aménagement de Desbouleaux-Est qui m'interrogeait un petit peu. Et on a le même problème juste de l'autre côté du viaduc à la 24e. Alors, le problème, c'est que les gens se donnent un élan en dessous du viaduc pour monter la côte et ils ne voient pas si on met une signalisation, un marquage au sol ou des niveaux différents. Ils ne le voient pas parce qu'ils arrivent en montée. Donc, il faudrait peut-être juste y penser. Moi, je l'avais déjà signalé dans une consultation précédente, mais on a encore ce problème-là. Puis, à la sortie du parc ici, c'est vraiment... moi, je le vois souvent. Je fais souvent ça en vélo aussi, puis c'est très souvent... là. Presque. Je n'avais pas demandé ça, mais disons quelque chose de différent parce que le marquage au sol, c'est limite à cet endroit-là. Puis c'est vrai aussi de l'autre côté, à la 24e, mais à la 24e, il n'y a pas de parc. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même l'école Saint-Paul-Apôtre qui n'est pas très loin, mais c'est moins, disons, ça circule moins un peu que de ce côté-ci, le côté nord. Puis aussi, il faut penser aussi, pendant les travaux, vous n'êtes sûrement pas rendu là encore, mais il faudra y penser. Quand on parle de fermer une ou deux rues à la fois de la 4e pour faire de l'excavation, ça veut dire que les gens vont se diriger vers la 2e, la première. Je ne sais pas si vous êtes allé sur la 2e, là, qui est juste ici, là, mais c'est un champ de mine. Là, et c'est très accidentogène aussi. Il y a eu énormément d'accidents là dans les précédentes années. Les gens ne font pas les arrêts. Ça circule plutôt vite, puis les gens veulent s'en servir comme d'un raccourci. Alors, si en plus, on leur bloque la 41e dans le secteur ici, là, dans le secteur nord après le viaduc,
tout cas, c'est sûr qu'au conseil de quartier, on va regarder ça attentivement, c'est quoi le plan de match des travaux, mais si on ferme des sections complètes de la 41e des deux côtés, c'est sûr que de la 4e, excusez, des deux côtés, ben, c'est sûr que les gens vont se déployer vers la première et la deuxième. Puis déjà, la deuxième, je ne parle pas des rues transversales où c'est des pistes de course, là, mais c'est déjà juste la deuxième avenue, ça va être problématique. C'était le point que je voulais apporter. Merci. Merci. Je pense que c'est un point à surveiller. On n'a pas nécessairement les détails du déroulement du chantier. Merci. Bonjour. Moi, j'avais une question au sujet des traverses piétonnes en béton. Je voulais juste savoir combien il y allait en avoir. Il y en avait-tu juste en avoir une ou il y allait avoir plus qu'une intersection qui allait avoir cette nouveauté-là? Les traversées surélevées pour piétons, Ouais. c'est bien ça? Je n'ai pas le décompte, mais c'est toutes les intersections qui n'ont pas de feu. Donc, toutes les intersections qui n'ont pas de feu vont avoir des trottoirs traversants. Est-ce que c'est une bosse qu'on va sentir en voiture quand on va passer dessus ou c'est... C'est une déviation verticale, un peu style seuil de ralentissement. Donc, plus doux, je dirais, là. Puis au niveau des arrêts. Donc, l'automobiliste a déjà un arrêt à faire, puis après ça, va monter là. OK, fait qu'il y a déjà un stop dans le fond. Oui, c'est ça. C'est déjà des endroits où il y a des stops, mais ça vient renforcer le respect. Soit on glisse les stops, il y a des gens qui vont glisser le stop, qui ne vont pas respecter la priorité piétonne. C'est vraiment un élément qui va ajouter le respect. C'est bon, parfait. Puis pour le stationnement, juste pour être sûr, vous avez commencé en disant qu'il allait en perdre 27, puis après, vous avez rajouté un 40. Fait que c'est tout ça le total de stationnement qui va être enlevé? Ou... J'ai pas trop compris. Il y a 28 espaces qui sont transformés pour plantation d'arbres. Qui, quand ils sont transformés, sont retirés. Oui. OK, parfait. Ils sont retirés et on va planter un arbre à la place. C'est bon. C'est sur les transversales, donc sur 10 intersections le long du 2 km. Okay? Sur 10 intersections qui ont été déterminées le long du projet, il y aura un arbre qui sera planté, ou 4 arbres, 1 à 4 arbres qui vont être plantés dans ces 10 intersections-là, pour un total de 28 arbres qui vont être plantés au détriment de 28 espaces, mais sur 2 km. Et comme je vous dis, c'est ponctuel à chaque intersection. On estime vraiment que c'est des modifications qui ne se feront pas sentir. Au niveau du 20 autres, il y a 20 espaces de stationnement dans la portion nord. Donc, la portion nord, entre la 47e et la 52e, il y a 20 espaces qui restaient sur la 4e. C'est les seuls espaces qui restaient sur la 4e actuellement. Ces espaces-là vont être retirés. Puis, ce qu'on vous montrait comme données statistiques, c'est que l'occupation était très faible pour ces espaces-là. Puis, l'occupation sur les rues transversales à proximité était vraiment faible aussi. En fait, la capacité est élevée. Il y a peu de véhicules qui stationnent sur les rues transversales, donc on estime qu'il n'y aura pas d'enjeu pour se retrouver un espace là, à proximité. C'est bon, fait que c'est le total qui est 48 dans le fond, c'est ça que je me trompe. Si on fait le total, c'est 48, effectivement. C'est bon. Puis tout ce raménagement-là de la 4e avenue, le CVC, ça va coûter combien? Avez-vous une approximation des coûts que ça va coûter? Monsieur... Oh, pardon. En fait, il y a deux types de travaux. Hein. Il y a la surface puis il y a le souterrain. Compte tenu qu'il y a des appels d'offres en cours qui auront lieu prochainement pour les travaux, on ne peut pas pour le moment dévoiler l'estimation parce que ça va influencer, ça va fausser le processus d'appel d'offres. Toutefois, quand le processus d'appel d'offres va devenir public, ça va se faire prochainement, en fait, au début de la prochaine année. Pour la construction, là, l'information va devenir publique à ce moment-là. C'est bon, parfait. Puis je viens de penser une question que j'avais oubliée. Les traverses piétonnes bétonnées, justement, est-ce que la Ville prévoit d'en implanter ailleurs dans la Ville ou pour le moment, c'est juste sur cette rue-là? Notre objectif à travers les corridors Vivacité, c'est de maximiser puis de rendre le plus confortable possible l'expérience piétonne, cycliste, des modes actifs, le transport en commun également. C'est un élément qui, on pense, va répondre à ça. Espérons que ça soit un succès et qu'on puisse l'utiliser ailleurs. Okay, vous attendez de voir avant les commentaires comment les gens réagissent? Je ne dirais pas qu'on attend de voir, mais c'est la première fois qu'on en déploie. Puis on va être vraiment intéressé à suivre le succès que ça aura. Puis l'objectif, c'est toujours de maximiser l'expérience piétonne. Puis, c'est bon, parfait. Merci de votre collaboration. Merci. Je vois que vous êtes levé, mais je vais vouloir lire quelques commentaires en ligne qu'on a reçus. Alors, on a Anne qui dit « Bonne idée pour la traverse à la hauteur du IGA ». Sinon, nous avons aussi Chantal. Alors, pourquoi donner un contrat à l'externe? La Ville n'a-t-elle pas d'école bleue pour faire ses travaux? Donc là, on parlait justement d'un appel d'offres. Pourquoi est-ce qu'on... Monsieur Lachance, vous êtes peut-être bien placé pour répondre. Effectivement. Écoutez, en fait, quand on fait des projets dits transitoires, comme ce qui a été fait en 2023, c'est là qu'on va faire plus appel à nos cols bleus parce que ce sont des travaux plus légers
quand on a besoin de retravailler une infrastructure souterraine particulièrement ou qui nécessite des constructions importantes, on va en appel d'offres externe parce que nécessairement nos équipes, nous, sont vraiment focusées sur ce qu'on appelle de l'entretien. Donc, l'École bleue de la Ville de Québec, les principaux travaux qu'ils font, c'est des travaux d'entretien. Et lorsqu'on fait des constructions, là, on est tout le temps avec des partenaires externes. Donc, on procède avec des appels d'offres. Généralement, c'est des appels d'offres qui attirent quand même beaucoup de soumissionnaires et c'est donc l'offre et la demande et le marché qui vient nous faire profiter des prix. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est souvent des entreprises qui sont localisées sur le territoire de la Ville de Québec ou du moins dans le secteur de la Ville de Québec. Donc, c'est une façon, comme on dit, pour la Ville de Québec, d'investir dans l'économie locale. Donc, pour nous, ça fait aussi tout à fait sens à cet effet-là. Voilà. Merci, M. Lachance. Puis, je poursuivrai pour tout de suite avec une dernière question, commentaire de Anne qui avait déjà été traité plus tôt dans la soirée. Est-ce que les cyclistes vont respecter les piétons descendant de l'autobus? Il faudrait beaucoup de sensibilisation. Le point avait déjà été abordé, mais on tenait à le souligner. Mon collègue Ernesto a levé la main. Ernesto, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup, Daniel. En fait, nous avons une question de M. Charles qui dit si les traverses des piétons surélevés sont uniquement au stop, ça veut donc dire que c'est uniquement pour traverser les rues perpendiculaires à la 4e avenue et qu'il n'y en aura pas au niveau des traversées de la 4e avenue. Est-ce que c'est bien ça? Je ne suis pas sûr d'avoir bien suivi. Oui, c'est bien ça. Il n'y a pas d'arrêt sur la 4e avenue. Il y a des intersections avec feu, cependant, et les intersections avec feu, évidemment, il y a des traversées piétonnes qui sont conservées, mais elles ne sont pas surélevées. Ce ne sera pas des trottoirs qui vont traverser la 4e avenue. Parfait, je pense que ça répond aux questions, effectivement. Côté en ligne, c'était complet. Est-ce que je voyais? Donc... Si c'est pour améliorer la qualité du déplacement piéton, pourquoi là, Je vais juste répéter encore pour le bénéfice des personnes en ligne. Donc, la citoyenne demandait si c'est pour aider les piétons, pourquoi ne pas faire des traversées surélevées sur toutes les intersections, dont celles avec des rues? Donc, pourquoi pas en faire là où il y a un feu de circulation? Oui. Donc, au niveau des feux de circulation, ce qu'on fait vraiment, c'est l'augmentation du temps de traverse. On diminue également le temps d'attente. Donc, ça, c'est des éléments qu'on vient travailler à ce type d'intersection-là. La traversée surélevée qu'on va prévoir avec le trottoir traversant, on ne le fait pas aux endroits à feu parce qu'il y a des moments où la circulation va être fluide et ils n'auront pas d'arrêt à respecter. Il y a un feu vert. Donc, on ne voulait pas là, avoir des enjeux de sécurité, à avoir une déviation verticale pour une circulation automobile qui a un signal qu'ils peuvent continuer sans obstacle avec un feu vert. Donc, c'est pour ça qu'on applique cette mesure-là lorsqu'il y a des arrêts. Puis vraiment, au feu, comme je vous dis, on se concentre à augmenter le confort avec le temps d'attente diminué et l'augmentation du temps de traversée. Très bien. On a quelqu'un en salle. Je vous invite à vous présenter au petit micro plus bas parce que, voilà, l'autre ne marche pas. Comme ça? Oui. Là, vous m'entendez bien? OK, d'accord. Alors, bonjour, mon nom est Jolène. J'habite dans le quartier. Je suis mère de 2 jeunes filles. Donc, c'est sûr que moi, je suis très préoccupée par la sécurité routière et je suis très contente d'être venue ce soir. Vraiment, je trouve que c'est des belles nouvelles. J'avais une question au niveau de l'amélioration de la traverse là, pour des boulots Est et pour devant le IGA, en fait. Là, j'ai pas vraiment compris c'était quoi les améliorations. Pour la nouvelle traverse? Oui, oui. Pour la nouvelle traverse à cet endroit-là? Oui, bien, écoutez, à cet endroit-là, il y aura vraiment une traverse qui va être marquée. En ce moment, il n'y a rien. En ce moment, il n'y a absolument rien. Là. Donc, ce qu'on prévoit actuellement, c'est bien sûr faire un marquage où est-ce que les gens vont pouvoir traverser. Il y aura également un refuge actuellement, c'est ce qu'on prévoit. Donc, au milieu de la chaussée, les gens vont même pouvoir s'arrêter à cet endroit-là. Puis, on va s'assurer
avec une déviation légère aussi automobile. Là, je vous en dis pas mal, mais il y aura tous les moyens vont être mis pour que les automobilistes respectent la traverse des piétons à cet endroit-là, qui sera faite de marquage jaune. Donc, il n'y aura pas de feu ou de feu de circulation, là, jaune, excusez-moi, vert, jaune, rouge. Mais il y aura de la signalisation statique qui va indiquer le passage des piétons à cet endroit-là, un marquage, puis un refuge au centre, comme je vous disais. Est-ce qu'on a déjà réfléchi à la possibilité de peser sur un bouton pour qu'il y ait une lumière qui allume? Moi, oui. Je pense surtout aux enfants quand je dis ça. Très bon ils sont commentaire. petits, puis là, le viaduc monte. Je trouve que les gens dans la ville circulent très rapidement. Donc, c'est un très bon commentaire. Puis on est rendu à peu près là dans notre conception. Là, c'est un élément qui est normé. Puis on va s'assurer de valider là, les détails techniques. Puis c'est en fonction du débit automobile, puis ça. Mais on va s'assurer de valider ça, puis l'implanter si requis. Et j'ai une deuxième question. Je ne sais pas si ça appartient à la ville. Je partage aussi ma préoccupation en lien avec les vols de vélo. Parce qu'actuellement, je crois que les gens se déplacent plus en vélo. Puis moi-même, avec mes enfants, depuis cet été, on le fait beaucoup plus parce qu'on est protégé. Mais il y a aussi dans mon lieu de travail, dans le quartier ici, il y a vraiment une augmentation fulgurante de vols de vélo et ça décourage les gens à venir en vélo. Donc, je ne sais pas si ça appartient à qui la réflexion, mais je le partage à la ville parce que je crois aussi que ça va nuire au déplacement si les vols continuent à cette vitesse. Merci. Monsieur Lachance, merci beaucoup du commentaire. Je dirais, on a, vous l'avez peut-être vécu dans le quartier, mais c'est quelque chose qui a été porté à l'attention dans d'autres quartiers. Effectivement, on semble, en tout cas, je ne peux pas dire s'il y en a plus ou moins, je peux dire qu'à travers les médias sociaux, on a vraiment une façon de le verbaliser. Qui fait que beaucoup de gens sont informés. On a mis en place, il n'y a même pas 2 ans, le partenariat avec le site Garage 529, qui est une entreprise pour laquelle il est possible d'enregistrer son vélo. Il est même possible d'avoir des collants qui ont un effet dissuasif pour venir empêcher le vol de vélo. Fait que ça, c'est une façon, comme on dit, de protéger. L'autre façon de protéger, c'est que nous, de notre côté, avec les équipes, on met de plus en plus en place des racks pour sécuriser les vélos. On s'assure aussi que ces racks-là sont sécuritaires, comme ceux, par exemple, qu'on met sur rue, qui sont quand même bien appréciés. Le design est solide et tout. Donc, on vient faire ça. Cependant, quand on a barré son vélo, le défi, puis je suis un bon cycliste aussi, là, je connais le défi, c'est d'avoir le bon cadenas. Malheureusement, il y a des cadenas qui sont beaucoup moins performants que d'autres. Donc, je vous recommande toutes et tous, si vous avez acheté un cadenas, de prendre le temps de consulter un vrai conseiller dans un magasin de vélo approprié et pas payer 3,99 chez Dollarama pour protéger votre vélo. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Donc, sinon aussi, je vous invite à enregistrer votre vélo sur le garage 529. Ça permet entre autres, lorsque ces vélos-là vont se faire revendre suite à un vol, ben, ça avertit les magasins, par exemple, qui reprennent du matériel là, pour revendre. Donc, ça permet d'assurer une meilleure sécurité. Ça informe aussi le service de police. Donc, c'est un bon partenariat et ça produit des résultats. Merci. Très bien. Juste élément supplémentaire à rajouter. Je voulais juste mentionner que Garage 529, c'est une espèce de système de burinage à l'aide d'un autocollant pour pratiquement l'ensemble de l'Amérique du Nord. Là. Donc, un vélo qui aurait été volé et qui se retrouvait à Montréal ou à Chicago pourrait être identifié et rapatrié à Québec. Donc, je voulais juste préciser un petit peu comment servait l'outil. Jérôme, je vous laisse la parole. Oui, des bons moyens qui sont proposés, mais je voulais ajouter également qu'à travers le projet, on a le désir là, de déployer des supports à vélo. Puis, on va travailler avec les gens là, qui sont experts dans le domaine, là, nos collègues, pour avoir les meilleurs modèles possibles. Puis, on réfléchit à des supports sécurisés également. Donc, on va voir ce qui est possible d'être implanté à travers le projet. Puis, on va optimiser ça. Très bien. Est-ce qu'il nous reste une intervention en salle? Bonjour, Ronald.
J'aimerais savoir, est-ce qu'on agrandit l'emprise de la 4e avenue? Bonne question. Ben, l'emprise de la ville va rester la même. L'emprise de la ville, c'est-à-dire la 4e avenue présentement, la largeur qu'elle est-ce que vous prenez d'autres terrains sur les côtés? Non. Non, au contraire, on va peut-être même ajouter du gazon en façade des propriétés. Okay. Ça ne devrait pas, en fait, ce que je vous dis, c'est qu'il n'y aura absolument aucun élargissement. S'il y a quelque chose, c'est plutôt qu'on va avoir quelques centimètres là, de plus. OK. Oui. Une deuxième question, les services sanitaires puis d'égouts, tout le kit. Ceux qui ont déjà fait des réaménagements de drains agricoles, etc., de quelle manière on va-tu avoir une séance pour dire c'est quoi qui se passe? En fait, il doit y avoir des avis de travaux qui vont être passés à différents citoyens. Vous allez pouvoir nous contacter pour exprimer vos besoins. On va répondre à ces questions-là du cas par cas. OK. Donc, ça veut dire. Ouais. Je vais répéter pour le bénéfice de l'enregistrement. Donc, il y a des avis postaux qui vont être envoyés au cours de l'hiver pour les citoyens afin qu'ils sachent plus précisément qu'est-ce qui arrive, puis que ces citoyens-là puissent contacter la ville avec leurs besoins pour pouvoir s'arrimer avec les travaux de construction qui vont avoir lieu l'été prochain. OK. Donc, le réseau sanitaire pluvial et d'aqueduc est remplacé en totalité sur la carte. C'est plus compliqué que ça. C'est de tronçon en tronçon. Le détail n'est pas expliqué dans la présentation, mais il y a une portion, c'est juste de l'égout, puis il y a une portion, c'est égout et aqueduc. Puis égout et aqueduc, c'est plus dans la portion nord. La 45 et la 48, on change les trois réseaux. Le sanitaire et l'aqueduc, sur le reste, dans le fond, entre la 25e et la 7e, c'est uniquement l'aqueduc. Donc, entre la 45 et la 48, c'est tous les réseaux, aqueduc, égout, égout pluvial, égout sanitaire et aqueduc. On a 48, 55. 48, 55, c'est uniquement l'aqueduc. Donc, 48 à 55, c'est uniquement l'aqueduc. OK. OK, ça complète. Merci. De mon côté, je n'ai pas d'autres questions en ligne. Une autre question. Comment vous allez faire en dessous du viaduc? Comment ça va marcher la piste cyclable en dessous du viaduc? Parce que là, actuellement, le trottoir est surélevé, la chaussée est basse. Je vais juste répéter la question pour bénéfice. Tu pourras répondre, Jérôme. Donc, elle demande, ça sera quoi l'aménagement sous le viaduc? Donc, vu qu'en ce moment, les trottoirs sont vraiment surélevés, les vélos sont avec les véhicules. Donc, qu'est-ce qui nous attend avec l'aménagement? Oui, en fait, il n'y a rien qui est prévu en 2025. Le secret, c'est que c'est en cours déjà en dessous des viaducs. Donc, vous avez vu probablement, il y a des entraves actuellement en dessous des viaducs. C'est exactement ça qu'on fait. On vient travailler le dessous du viaduc cette année. Puis l'an prochain, c'est le projet qu'on vous a présenté. En dessous des viaducs, ce qu'on prévoit, c'est des bordures de béton qui vont venir séparer la chaussée des cyclistes. Donc, on va ajouter quelque chose de physique qui va venir créer ce corridor-là cycliste séparé de la circulation automobile. Puis on va garder la séparation entre les piétons et les cyclistes, comme vous la connaissez. Comme ça, ben, le cycliste va être sécurisé dans son trottoir, le cycliste va avoir le piéton sur le trottoir, le cycliste va avoir sa voie sécurisée, puis il va être dégagé des automobiles. Puis il va avoir enfin, là, parce que moi aussi je passe là souvent, va avoir moins de drain dans les jambes, puis le pavage qui était très, très, très cabosseux à cet endroit-là va être lisse et confortable. Les drains vont rester. On va s'assurer de minimiser l'impact sur le roulement des cyclistes avec les nouveaux aménagements. Oui, c'est pas confortable, on le sait. Malheureusement, il faut drainer nos rues. Donc, on va s'assurer de le faire le mieux possible. Très bien. Si vous permettez, ça serait la dernière question de l'Assemblée. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont déplacés. Merci de l'accueil que vous offrez également à ce qui vous a été présenté ce soir. Donc, j'y serai peut-être un mot de la fin à nos élus. Merci de votre écoute, de votre accueil. Merci à Mme Gouin d'avoir, sur le groupe Facebook, déjà envoyé la réponse de M. Nadeau. Comme vous voyez, on est des abonnés de
du groupe pour justement distribuer l'information parce que, comme vous l'avez vu, on trouve que c'est des projets importants. C'est des projets qui amènent une mobilité différente dans notre ville, une mobilité nécessaire, durable pour assurer le développement de notre ville. Donc, merci de votre attention et de vos questions. M. Villeneuve? Merci, Pierre-Luc. Écoutez, c'est un projet qui, je trouve, s'harmonise bien avec le tissu actuel de notre quartier. C'est une belle bonification qui permet, on voit l'effort qui a été fait là, pour avoir une belle cohabitation avec le transport en commun, l'amélioration de l'expérience piéton. Je trouve qu'à cette étape-ci, on a là quelque chose d'intéressant pour le quartier qui, j'espère, va être bien reçu par les gens qui vont être riverains. J'avais publié l'Assemblée de ce soir là, sur ma page Facebook. On espère toujours que ce soit l'occasion pour le plus grand nombre de s'informer de ce qui va se passer. Donc, on va voir un peu la rétroaction, mais moi, ce qui m'apparaît de ce qu'on a présenté ce soir, c'est qu'on a quelque chose qui est bien adapté aux besoins du quartier. Maintenant, ce sera de voir comment les gens qui habitent autour vont cohabiter avec ça, mais je trouve que ce que j'entends ce soir me semble positif. Merci. Très bien. Bon, merci encore, David, Jérôme et Karine. Merci à tous de vous être déplacés. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci, bonne soirée.